Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre émission pour découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. Je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de Leeway, qui est une legal tech qui aide les juristes à deux choses, avoir plus de contrôle et de visibilité sur les risques juridiques et financiers, et puis gagner en efficacité sur la gestion des contrats. Et vous le savez maintenant, puisque c'est la 33e émission et avant-dernière de la saison 3. Je suis accompagné de mes deux chroniqueurs favoris pour faire cette émission. Audrey, Pierre, comment ça va? Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette 33e émission déjà, donc toujours aussi contente. Oui, bonjour à tous. J'ai cru que tu n'allais pas dire l'adjectif favori cette fois-ci, Thibaut. Je me suis dit, non, mais quel culot. Mais finalement, c'est sorti. Et voilà, c'est sorti, tout est en place. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les rares auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Avec plaisir, je vais commencer. Donc Audrey Deléris, manager chez Fed Legal. Nous, on accompagne les entreprises, les cabinets d'avocats, cabinets de conseil, tout type de structures qui recherchent des juristes, des fiscalistes, des avocats jusqu'au profil d'associés et de directeurs. On fait ça depuis près de 12 ans avec toujours autant de passion. On a une super équipe. On accompagne dans tous les types de structures, dans tous les secteurs d'activité et notamment dans la tech. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à cofonder avec monsieur Pierre Landy, ici présent, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech. On est près de 300 et si vous êtes juriste dans la tech et que vous n'êtes pas partie de cette super bande, n'hésitez pas à nous contacter. À toi, Pierre. Merci Audrey. Pierre Landy, avocat au barreau de Paris. J'ai fait ma carrière chez Disney, Yahoo, Ledger. Je suis le cofondateur d'une alliance d'avocats européenne qui s'appelle ANCO, qui a été fondée avec mon ancienne équipe de Yahoo. Nous fournissons des services de directeurs juridiques externalisés principalement aux sociétés de la tech en Allemagne, France, UK, Espagne et Italie. Donc, si vous avez des problématiques juridiques dans ces pays-là, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis surtout, depuis 2 ans maintenant, je suis pour ma part executive mentor à destination des directeurs juridiques et des équipes juridiques pour les aider à travailler leur leadership, leur posture en entreprise, leur travail d'équipe. Voilà, j'accompagne vraiment les équipes juridiques dans leur savoir-être. Voilà pour moi. Voilà pour moi. Et Thibaut ne bouge plus. Donc, ce sont les joies du direct. Eh bien, nous allons reprendre la main en attendant. Oui, bien sûr. Bienvenue Clémence. Bienvenue Clémence, parce qu'aujourd'hui, on reçoit Clémence Depertuis, qui est directrice juridique chez JobTeaser. Donc, merci à toi. Et on a même retrouvé Thibaut. Donc, on était en train d'annoncer l'arrivée de Clémence. Thibaut, on te laisse reprendre la main. Oui, merci. Donc, petite session d'impro. J'ai des problèmes de Wi-Fi. Ça s'annonce vraiment génial aujourd'hui. Donc, Clémence, on est ravis de t'accueillir. Donc, comme Audrey l'a dit, tu es directrice juridique de JobTeaser. Comment ça va déjà aujourd'hui avant de commencer, Clémence? Ça va très bien, merci. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le dur du sujet, donc aujourd'hui, on va parler de société à mission. JobTeaser est devenu une société à mission et donc tu vas nous parler du rôle du département juridique dans ce projet. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs également? Oui, bien sûr. Alors, je suis une ancienne avocate. Je faisais du contentieux pendant 8 ans avant de rejoindre JobTeaser il y a 3 ans maintenant pour créer le département juridique et pour accompagner JobTeaser sur tous les sujets juridiques. Bon, ça y est, vous m'entendez bien? Absolument. Et dis-moi, Clémence, ça date d'hier, cette annonce d'entreprise à mission? Absolument, voilà. On a officiellement voté la qualité de société à mission lors de notre assemblée générale d'actionnaires hier. Donc, c'est tout frais. Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, qu'est-ce que c'est une société à mission, Clémence? Alors, une société à mission, c'est un concept qui existe depuis 2019, en fait, depuis la loi Pacte, et qui a inséré cette possibilité pour les entreprises de prendre la qualité de société à mission. Donc, pour devenir une société à mission, en fait, il faut remplir plusieurs critères. Donc, le premier, c'est en fait d'inscrire une raison d'être dans les statuts.
Et ensuite, ça va être de définir des objectifs opérationnels qui vont pouvoir répondre à cette raison d'être. Donc voilà, c'est ça en fait une société à mission. C'est intéressant puisque ça s'inscrit dans la loi Pacte qui avait vraiment pour mission de transformer les entreprises et notamment d'inciter les entreprises à aller un cran plus loin et vraiment prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, si on revient un peu sur cette loi Pacte, il y a un peu 3 blocs dans la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. Il y a déjà un premier bloc qui s'applique à toutes les entreprises qui existent. En fait, c'est une modification de l'article 1833 du Code civil qui dit que toute société doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité. Donc ça s'applique vraiment à tous. Ensuite, on a un deuxième bloc, si on veut aller un peu plus loin, qui est facultatif, uniquement pour les sociétés qui le souhaitent. Ça, c'est l'article 1835 du Code civil, qui nous dit que les sociétés qui le souhaitent peuvent inscrire leur raison d'être dans les statuts. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? En fait, c'est l'objectif que la société poursuit au-delà de faire des profits. Et enfin, le troisième bloc, et c'est notre sujet du jour, et c'est là-dessus qu'on est allé chez JobTeaser, qui est devenir une société à mission. Et donc là, on va vraiment un cran plus loin, puisque non seulement, comme je le disais, on inscrit la raison d'être dans les statuts, mais en plus, on met en place des objectifs et toute une gouvernance pour remplir finalement la mission. Est-ce que tu peux nous parler justement, Clémence, du cadre juridique qu'il y a derrière ça? Oui, absolument. Ouais, donc effectivement, le cadre juridique est assez formalisé. C'est l'article L210-10 du Code de commerce qui nous dit que pour être une société à mission, il faut avoir inscrit dans ses statuts la raison d'être, mais également des objectifs sociaux ou environnementaux qui permettent de remplir sa raison d'être. En plus de ça, il faut prévoir un organe de gouvernance qui est en fait un comité de mission qui va être chargé exclusivement du suivi de la mission. Donc cet organe, ça va vraiment être un organe qui va s'ajouter aux organes de gouvernance qu'on connaît, que peuvent être par exemple le conseil d'administration. Donc c'est vraiment un comité ad hoc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être composé de parties prenantes externes à l'entreprise et également d'au moins un salarié. Donc, on voit que c'est en fait un comité qui va permettre de s'assurer que la société remplit bien sa mission et fait ce qu'elle doit faire et qui va pouvoir un peu challenger la société là-dessus. Donc, cet organe, il doit rédiger un rapport annuel qui va être annexé au rapport de gestion et qui va être soumis aux actionnaires lors de l'AG d'approbation des comptes tous les ans. Et en plus de ce dispositif, on a un organisme tiers indépendant, ce qu'on appelle un OTI, qui va venir vérifier le respect du dispositif par l'entreprise tous les 2 ans. Donc, ça va être en fait un audit extra-financier pour s'assurer que la société respecte bien ses conditions. Une fois que la société a rempli toutes ces conditions, on peut officiellement adopter la qualité de société à mission. Et donc là, ça va être inscrit au greffe et ça va apparaître sur le cabis de la société. Et dis-moi, Clémence, alors moi, ça me démange depuis que je t'entends parler tout à l'heure. Je sais que tu as mené ce projet et j'ai du mal à l'imaginer quand j'entends ce cadre qui est assez concret, tu vois, compliqué. Comment d'abord tu as convaincu le business que c'était une bonne idée de faire ça parce que tu te dis quel CEO va accepter un truc pareil, tu vois. Donc déjà, comment, je sais que tu l'as porté, donc comment, parce que j'imagine que le CEO de JobTeaser ont vu un intérêt business aussi. Donc, comment est-ce que tu as convaincu de ça? Et puis surtout, pourquoi c'est important de le faire? Alors, c'est intéressant comme question. Pourquoi c'est important? À titre personnel, je pense que toutes les entreprises, finalement, devraient se poser la question de quel est mon impact dans la société et quelle est finalement ma raison d'être au-delà de faire des profits. Donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on est dans un monde où on parle de plus en plus de ça, la RSE est de plus en plus importante et c'est vraiment important que les entreprises se posent la question de comment moi, en tant qu'acteur économique, je contribue à ce changement. Chez JT, quand je dis JT, pardon, c'est JobTeaser. Chez JobTeaser, comment pas le journal télévisé, on avait compris, c'est JobTeaser. Chez JT. Comment on en est venu à ça? Alors, déjà, pour répondre à ta question, Pierre, je n'ai pas eu besoin de convaincre les dirigeants qui sont les cofondateurs chez JobTeaser, dans le sens où chez JobTeaser, je considère qu'on est une société à mission par nature.
C'est-à-dire que JobTeaser existe depuis 2008 et les cofondateurs ont créé cette société avec vraiment une mission qui s'était déjà donnée à eux-mêmes, qui était d'aider les jeunes à s'orienter, à trouver leur voie, à faire leur place dans la société pour être très épanouis. Mais c'est vraiment quelque chose qui était très fort chez eux au moment où ils ont créé la société. Et vous voyez, là, on est en 2021, depuis 2008, c'est vraiment ce qui les drive toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand ils prennent des décisions finalement business, ils se posent toujours la question, est-ce que ça répond à notre mission ? Et en fait, c'est déjà une boussole pour eux. En fait, on parle souvent de boussole quand on parle de mission, mais c'est déjà le cas. Et donc, si vous voulez, moi, quand j'ai vu en 2019 cette loi Pacte et ce nouveau statut, ça m'est apparu comme une évidence. Donc, je pense que ça dépend vraiment du contexte de chaque entreprise. Chez JobTeaser, comme on était déjà une société à mission par nature, j'ai envie de dire, il a fallu finalement leur expliquer que adopter cette qualité allait nous permettre de mettre un cadre et d'aller encore plus loin dans ce qu'on faisait déjà aujourd'hui et surtout être légitime, c'est-à-dire pouvoir prouver au monde entier qu'on est vraiment une société à mission puisqu'on respecte le cadre juridique qui est, on l'a vu quand même, assez contraignant. Mais voilà, il n'y a pas eu vraiment, ça n'a pas été difficile de les convaincre parce que c'était un peu évident pour tout le monde. Alors après, ce qui est certain, et là on a eu beaucoup de discussions, évidemment avec les dirigeants, avec les actionnaires, c'est sur les contraintes, puisqu'on apporte quand même des contraintes d'un point de vue volontaire, mais voilà, il va falloir ce comité de mission maintenant, il va falloir le faire vivre, les rapports, il va falloir les écrire, on a quand même un minimum de ressources à allouer au projet, sur les gens qui travaillent en interne, donc c'est plus là-dessus, en fait, expliquer que ça vaut le coup de prendre en compte toutes ces contraintes pour avoir le cadre juridique adapté face à la mission. Juste avant la question suivante, est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, dans les documents que vous émettez, quand vous rencontrez des gens, on dit JobTeaser, entreprise à mission. Enfin, c'est quelque chose qu'on utilise qui permet, excuse-moi, je reviens toujours à cet aspect business, les gens vont penser que je suis obsédé par cet aspect, mais avant la question suivante, est-ce que c'est quelque chose qui sert, qu'on met en avant ? Absolument. Et en fait, c'est ça qui est intéressant depuis la loi Pacte, c'est qu'on a le droit d'utiliser ce terme entreprise à mission ou société à mission uniquement si on respecte le cadre juridique qui va avec. Donc, à l'époque, nous, ça fait longtemps qu'on parle de la mission et on le met évidemment en avant dans le business tout le temps. Quand on parle à nos clients, quand on parle à nos partenaires écoles, universités, on explique tout le temps qu'on est drivé par notre mission et pourquoi on est là. Mais en fait, le fait de pouvoir utiliser le terme juridique, ça va en fait nous donner de la légitimité. Et donc, ça va évidemment, sans aucun doute, aider encore plus le business. Et alors, Clémence, il existe plein de labels pour le coup. Et Pierre, j'ai oublié de vous dire qu'il dans le chat, on parlait de la AOC pour le vin, du coup. Donc, il y a le label rouge, etc. Donc, pour plein de choses et plein de super bons aliments, comme on a la chance d'en avoir en France. Et donc, pour l'entreprise… Je ramène tout la bouffe, faudrait que je… Ah oui, désolé. Tu as bien raison. Et du coup, il existe donc plein d'autres labels, là, peut-être plus pour le monde de l'entreprise, donc des labels voilà, RSE type B Corp. C'est quoi la différence, en fait, avec tous ces autres labels qui existent ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est vraiment très important que les auditeurs comprennent bien la différence. Devenir société à mission, ce n'est pas un label RSE de plus. C'est vraiment une démarche interne à l'entreprise qui va prendre en compte les spécificités de chaque entreprise. On propose un cadre, mais ensuite, c'est à l'entreprise de définir moi, quelle est ma raison d'être, quels sont mes objectifs, et de travailler là-dessus et de mettre en place ensuite autour la gouvernance qui va avec. Donc, c'est vraiment une démarche interne qui oblige les dirigeants à se poser la question de l'impact. Les labels RSE, comme par exemple B Corp, en fait, on a un référentiel qui est fixé à l'avance et un peu figé, et on vient, c'est un peu top-down si vous voulez, on vient voir une entreprise, et voilà, sur un ensemble de critères définis par le label, où est-ce que cette entreprise en est. Donc, on va regarder au niveau de l'environnement, de la gouvernance, etc., mais vraiment sur des objectifs qui sont fixés par le label. Là où c'est différent, c'est que nous, on se fixe nous-mêmes nos objectifs, qu'on s'engage vis-à-vis du public et de nos actionnaires à remplir. Et donc, et ça fait écho à ta question, Pierre, sur le business. On voit que finalement, dans la société à mission, c'est directement lié au business, puisqu'en fait, on définit une raison d'être qui va être quel impact je veux avoir en faisant mon business. Donc, dès que je prends une décision stratégique de business, je suis obligée de me poser la question, est-ce que ça contribue à remplir ma mission ou non? Est-ce que c'est contradictoire et qu'est-ce que j'en fais? Alors que la RSE,
Souvent, dans les entreprises, ça peut se vivre un petit peu à côté du business. On va faire son business, on avance, etc. Et ensuite, on va regarder ça de l'extérieur et on va aller noter un petit peu la façon dont on a fait les choses. Mais c'est du coup moins imbriqué. Et ce que je trouve extraordinaire avec cette initiative que tu as pris, Clément, c'est quelque chose dont on parle énormément dans Club Sandwich, c'est que du coup, le juridique devient véritablement un acteur de la progression de l'entreprise avec des idées créatives comme celle-ci, où ça faisait complètement du sens et c'était une évidence. Mais en plus, le juridique n'est pas que son rôle de support, n'est pas que la personne qui valide des contrats, mais qui au contraire participe à la croissance de l'entreprise. Et ça, on adore ça à Club Sandwich parce que c'est véritablement on parlait de compas, de boussole, c'est définitivement notre compas et notre boussole en termes de messages qu'on veut faire passer sur l'intérêt des directions juridiques. Donc, merci Clémence. Absolument. Et dans ce que tu viens de dire, d'ailleurs, c'est là aussi on peut voir la différence entre un avocat et un juriste. En fait, l'avocat qui va conseiller une entreprise sur l'adoption de la qualité de société à mission, il va pouvoir l'aider sur la rédaction des statuts, sur mettre en place le comité de gouvernance, sur voter ça en AGE, etc. Mais comme il ne connaît pas l'entreprise de l'intérieur, il ne va pas pouvoir faire toute cette partie qui est passionnante que moi j'ai pu faire, qui est réfléchir sur la raison d'être, interroger les bonnes parties prenantes pour travailler sur le wording, qui va vraiment bien plus loin que la partie strictement juridique. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un petit peu le processus que tu as suivi pour ce projet-là? Oui, alors en fait, ça a commencé en 2019. Donc, vous voyez que c'est quand même assez long de devenir société à mission, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on a vu la loi Pacte, donc nous, ça a tout de suite fait écho pour nous. On s'est dit, c'est un cadre qui a l'air vraiment adapté pour Job Teaser. Et on a décidé de se faire accompagner par un cabinet de consultants qui s'appelle Nuova Vista, qui est vraiment spécialisé, qui accompagne les sociétés sur le chemin de la société à mission. Ensuite, on a fait plusieurs ateliers pour définir notre raison d'être et nos objectifs. Donc, on a fait des ateliers avec le comité de direction, avec les collaborateurs et avec des parties prenantes externes. C'est vraiment important, je pense, d'avoir une démarche collaborative à ce stade pour avoir bien pris en compte tous les points de vue et ne pas se planter, en fait. Ça ne peut pas être uniquement une démarche du comité de direction qui impose la raison d'être et les objectifs. Il faut vraiment voir ce qu'on est, déjà bien définir sur ce qu'on est, quel impact on a aujourd'hui et ce vers quoi on veut tendre. Et ça, il faut quand même s'assurer que c'est en adéquation avec ce que nos partenaires économiques pensent de nous et nos salariés. Donc, on a fait toute cette phase un peu de définition de la raison d'être et des objectifs. Ensuite, on a, je ne vous cache pas, été un peu stoppé pendant 1 an avec d'autres problématiques liées au Covid. Donc, le dossier n'a pas avancé aussi vite que je l'aurais voulu, mais on est vraiment bien reparti en mars 2021, on va dire. Et finalement, c'était pas mal parce que ça nous a fait prendre un petit peu de recul. Et en mars 2021, on a rechallengé le travail qu'on avait déjà fait quelques mois avant. Et on a fait ce qu'on appelle des challenges parties prenantes. C'est-à-dire qu'on a fait des petites réunions avec des parties prenantes. Donc, nous, c'était des experts de notre écosystème, par exemple, des directeurs d'école, universités, des professeurs, des étudiants, des clients, ce genre de personnes. On les a réunis en petits groupes et on leur a montré la copie finale. Voilà notre raison d'être, voilà nos objectifs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et ça nous a énormément aidé, en fait, à affiner, à voir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, etc. Donc, suite à ces challenges parties prenantes, on a ajusté notre copie et on a validé le wording définitif en octobre. Et donc, je vous annonce, parce que c'est vrai que je ne l'ai toujours pas dit, mais la raison d'être de Job Teaser, telle qu'elle est ressortie de ces ateliers et telle qu'elle est aujourd'hui dans nos statuts, c'est permettre à chacun de révéler tout son potentiel pour s'accomplir et en faire bénéficier la société. Donc, vous voyez, large mission. Assez ambitieuse. Et voilà, et ensuite, on a décliné ça en 4 objectifs un peu plus opérationnels. Et Clémence, du coup, je vais vous partager la raison d'être pour que vous puissiez vous en imprégner, vu que c'est tout récent en plus pour Job Teaser. Est-ce que tu peux nous dire en fait quel va être l'impact sur les décisions futures? Parce que vous avez beaucoup réfléchi en amont, il y a une décision qui a été prise, mais concrètement, comment ça va se passer pour la suite, hein? Oui, alors ça, c'est maintenant que le vrai sujet va commencer finalement. Et c'est vraiment important, ce que tu viens de dire, Audrey, en fait, devenir société à mission, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Il ne suffit pas de modifier ses statuts, mais il va falloir modifier
parfois en profondeur, en fonction de là où on est dans l'entreprise, la façon dont on fonctionne et la façon dont on prend les décisions business. C'est en ça d'ailleurs que c'est un statut qui est assez puissant en fait. On se contraint nous-mêmes à changer la façon dont on va prendre les décisions. Donc maintenant, on est obligé de prendre en compte la mission dans toutes les décisions stratégiques qu'on va prendre et on va devoir le documenter. Concrètement, comment ça va fonctionner? À chaque fois qu'on va prendre une décision, on va se poser la question de la mission et ensuite on va rendre des comptes à notre comité de pilotage. Donc, on va leur expliquer, voilà cet objectif. Donc, je vous disais, on a 4 objectifs opérationnels. Cet objectif, voilà les décisions qu'on a prises qui font qu'on répond à l'objectif. Et inversement, les décisions qu'on n'a pas prises, donc les renoncements qu'on a dû faire parce que c'était trop éloigné de la mission. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant. On a des exemples de sociétés à mission aujourd'hui qui existent, qui ont annoncé avoir renoncé à certaines lignes de revenus parce que ce n'était pas en ligne avec leur mission. Je vous donne un exemple que j'aime bien, qui est l'exemple de la Camif, qui est une société à mission. La Camif, elle a banni de son offre certains produits parce qu'elle ne pouvait plus respecter son engagement du Made in Europe. Et donc, par exemple, elle a arrêté de proposer à la vente des micro-ondes parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, c'est impossible de produire un micro-ondes avec des composants qui sont uniquement en Europe. Donc, vous voyez à travers cet exemple que c'est quand même très puissant, en fait. On va jusqu'à faire des renoncements quand c'est nécessaire pour pouvoir remplir sa mission. Voilà. Donc, pour revenir au cas de Job Teaser, comment on le voit, il y a vraiment 2 axes. Donc, nous, comment on fonctionne chez Job Teaser pour notre stratégie? On a ce qu'on appelle des OKR, je pense, comme beaucoup de boîtes qui sont des Objective Key Results, où en fait, des OKR au niveau de la boîte et au niveau de chaque département. Et en fait, quand on va définir nos OKR chaque année, on va demander à chaque équipe de s'assurer que les OKR sont en ligne avec la mission et d'identifier ceux qui aident à remplir la mission et ceux sur lesquels il va peut-être falloir statuer. Voilà. Et justement, Clémence, c'est important ce que tu dis, c'est pas juste un titre pour faire joli et on réfléchit à une belle phrase qui fera bien dans vos bureaux et du coup à l'entrée de la société. C'est un vrai engagement pour le coup en amont et ensuite en aval. C'est ce que tu dis, c'est hyper important. Et puis ça met un cadre juridique quand même très fort. C'est ce que tu nous dis en fait. C'est pas anodin. En fait, ça prend du temps, c'est long et en plus on s'engage sur même des décisions très stratégiques. Et toi qui connais plus que très bien le monde du droit en étant directrice juridique, tu peux nous donner la place du juridique vraiment dans ce projet-là, justement? Oui, absolument. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la chance du juriste par rapport à un externe, un avocat externe, par exemple, c'est qu'il connaît très bien son entreprise. Il travaille déjà avec tout le monde, il travaille avec toutes les directions, il travaille avec les dirigeants, il participe déjà à des décisions business tous les jours, il doit trancher des choses. Et donc, par cette connaissance vraiment très transverse de son entreprise qu'il a, moi, j'estime que c'est une des personnes les mieux placées finalement pour l'idée ce projet. Et c'est vraiment, j'invite en fait tous les auditeurs juristes qui vont nous écouter à faire ça dans leurs entreprises. C'est une chance en fait de se saisir de ce statut pour pouvoir voilà, être encore plus impliqué et voilà, je trouve que c'est un très beau sujet pour les juristes. Maintenant, j'insiste également sur une chose, c'est que l'initiative doit venir quand même des fondateurs et des dirigeants. C'est-à-dire que le juriste qui est seul à croire que la société à mission, c'est super et qu'il va mettre ça dans son entreprise, alors que les dirigeants ou les fondateurs à côté n'ont pas du tout la même vision des choses, ça ne marchera jamais. Et ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Donc, c'est hyper important de bien s'aligner avec ses dirigeants sur ce qu'on veut faire, où on veut aller. Donc, je vous disais, chez Job Teaser, c'était un peu une évidence. Donc, cette phase-là, pour moi, a été facile, mais j'imagine que ce ne sera pas le cas dans toutes les entreprises et que voilà, le juriste, c'est toujours la même chose, en fait. Il ne peut pas travailler tout seul, il a besoin de sponsors en interne. Donc, hyper important de bien s'aligner avec ses dirigeants sur où on veut aller et ce qu'on veut faire. Et enfin, je trouve que c'est aussi un très beau projet pour donner de la visibilité, de la crédibilité aux juristes, tant en interne qu'en externe. Et qu'est-ce que ça t'a appris, toi, en tant que juriste, justement, ce projet-là? Alors,
Alors, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment très riche. Ça m'a permis de travailler beaucoup plus encore avec les parties prenantes et vraiment d'aller plus loin que juste donner le conseil juridique. Voilà, c'est vraiment une très belle opportunité d'aller encore plus loin. Après, c'est un projet sur lequel on va être très visible en interne. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez stressant, assez ambitieux. Et on apprend plein de choses, forcément. On apprend plein de choses aussi dans la gestion de projet. Alors, des projets, on en gère beaucoup, mais là, c'est un projet quand même qui est très gros, qui est global, qui va avoir des impacts à tous les niveaux. Donc, c'est de la gestion de projet sur laquelle il ne faut pas se planter. Et voilà, moi, à titre personnel, ça m'a appris beaucoup de choses là-dessus, sur la gestion de projet. Merci Clémence pour cette présentation et puis ton retour d'expérience. C'était hyper intéressant. Si vous avez des questions à poser du coup à Clémence, n'hésitez pas. On va passer aux chroniques du coup d'Audrey et Pierre et puis on reviendra aux questions comme d'habitude à la fin de l'émission. Et c'est parti pour le jingle d'Audrey et sa chronique. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, avec Clémence, notre invitée, on a parlé en fait d'entreprise à mission, la raison d'être de l'entreprise. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre raison d'être à vous, vous qui nous écoutez, mais surtout le sens que vous donnez à votre foyer au travail, la raison pour laquelle vous vous levez le matin et vous allez travailler. Il y a un nom pour ça s'appelle l'ikigai. Voilà, je vous mettrai le nom dans le chat pour le coup. C'est un concept qui a été identifié par un reporter, donc un petit peu d'histoire, c'est sympa du coup en ce midi. Un reporter du National Geographic qui s'appelle Dan Buettner. Et lorsqu'il a étudié en fait la manière de vie des habitants de l'île d'Okinawa, au Japon, donc il a découvert ce concept-là. Et en fait, alors pour pareil, un petit peu de culture générale en ce midi, en fait, sur cette île, c'est très particulier, il y a 1154 centenaires, ce qui est énorme sur 1,5 million d'habitants. Donc, c'est une espérance de vie exceptionnelle, la plus élevée du monde, et elle serait en partie due en fait à la philosophie de vie de ses habitants, l'ikigai. Donc, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui parce que quand c'est rapporté au travail, c'est quoi l'idée ? C'est en fait de trouver le travail le plus épanouissant possible. En fait, il faut identifier ce que vous aimez faire. Donc, si vous aimez l'art, le sport, aider les autres, transmettre, enseigner, c'est à vous d'identifier ce qui vous passionne et ce que vous aimez faire. Deuxième chose, ce pourquoi vous êtes doué. Si vous êtes ultra organisé, un pro de la logistique, si vous êtes créatif, pédagogue, si vous êtes très bon orateur, polyglotte, c'est à vous d'identifier vos forces et ce n'est pas Pierre qui va vous dire le contraire. Ensuite, troisième point, il faut aussi identifier ce dont le monde a besoin. Donc, il faut réfléchir à ce qui est important pour vous, à vos valeurs, à vos convictions et quelle cause vous aimez défendre. En fait, trouver sa raison de vivre et sa raison de travailler aussi, c'est aussi savoir en fait se positionner par rapport au monde dans lequel on évolue. Et le quatrième point, il faut aussi identifier ce pourquoi vous êtes payé. C'est notre travail, c'est notre rémunération qu'on touche à la fin de chaque mois. Donc, l'idée avec cette méthode, l'ikigai, c'est de faire coïncider 4 éléments, votre passion, votre vocation, votre mission et votre profession. Alors, je vous montre ce schéma. Il y aura des liens qui vont être mis. Voilà, c'est là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais ce sera dans les articles. En fait, c'est ça. Il y a du coup mission, vocation, je ne sais plus dans quel ordre en tout cas. Mais si on arrive à faire coïncider ces 4 éléments, vous arrivez à l'ikigai. Et là, c'est l'épanouissement top du top, donc d'un point de vue professionnel et personnel. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du tout de changer de job demain en vous disant, tiens, mon job, il est nul, ça ne sert à rien, ce n'est pas ma passion. Hop, je démissionne. Loin de moi, cette idée. Mais elle peut vous aider en fait à comprendre cette méthode, ce qui vous anime, pourquoi vous avez rejoint votre société aussi au départ, pourquoi vous n'avez peut-être plus cette passion justement qui vous anime et essayer de la retrouver. Et ce que j'ai envie de dire, parce que je vois quand même énormément de gens en entretien depuis toutes les années que je fais ce métier, c'est aussi à vous et donc à nous de faire en sorte que notre travail et votre travail du coup vous épanouissent en exerçant de la manière qui vous convient et en étant force de proposition pour mettre en œuvre des projets qui vous plaisent. Je vois plein de gens en entretien qui me disent j'en ai marre, ça ne me plaît plus, voilà, mais est-ce que on a vraiment essayé d'aller au bout et de proposer des choses qui peuvent faire en sorte que ce soit un petit peu différent. Donc, soyez créatifs, prenez du recul et sans forcément tout changer de jour au lendemain, changer de vie, partir à l'autre bout du monde. Il faut trouver son ikigai dans le cadre aussi de son activité actuelle. Parce qu'il n'y a pas un seul ikigai, mais un ikigai pour chacun d'entre nous. Je le prononce parce que j'adore ce mot et c'est ma nouvelle passion depuis quelques jours. J'ai lu des dizaines d'articles, j'ai écouté une conférence TED qui vous est mise en dessous aussi par Pierre. Et je vous donne 4 exemples peut-être qui vont vous
vous parler. On peut être par exemple directrice juridique dans une entreprise avec des vraies valeurs, participer à un projet de société et sa mise en œuvre. C'est peut-être ça son ikigai. Ou fonder une Legal Tech et créer une émission et améliorer le quotidien des directions juridiques. Ou on peut aussi décider de rendre à la communauté juridique ce qu'elle lui a apporté en les coachant, leur donnant des conseils et même en cofondant un réseau. Ou on peut aussi adorer et mettre en relation des juristes et faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier de ces retours d'expérience et aussi participer à l'émission parce qu'elle adore ça. Donc voilà, peut-être que vous nous avez reconnus, peut-être pas. En tout cas, parfois, il faut oser parler, partager, agir. Et quand ça marche, croyez-moi, c'est que du bonheur. À toi, Pierre. Merci Audrey. Je rigole tout seul parce que effectivement, j'adore tes exemples qui, pour ceux qui nous connaissent avec Audrey, sont effectivement toutes les choses que nous avons mis en place depuis, grâce aussi à Thibaut, depuis le confinement, Legal Club Sandwich, French Lawyers in Tech, les blogs, les cocktails des directeurs juridiques des licornes. Enfin, on n'arrête pas et en fait, ça nous fait vibrer avec Audrey et on aime beaucoup. Voilà. Je rigolais aussi parce que j'ai tenté une nouvelle façon de mettre mes notes pour ma chronique qui vient et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, bear with me. J'espère que je vais y arriver. Voilà. À tout de suite. C'est parti, chronique. We do. Ah ben voilà, décidément, oh, ça ne peut pas. On voit que c'est la fin de l'année, rien ne fonctionne, je me mélange, je suis brouillon, ce n'est pas grave, j'y vais. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment démontrer la valeur de l'équipe juridique. Alors, voilà, aujourd'hui, Clémence nous a donné un exemple extraordinaire. Et en fait, c'est une excellente question et qui ne trouve pas toujours de réponse facile parce que eh bien, cette question, elle revient finalement souvent sous diverses formes. On vous demande d'établir des KPIs percutants, des Key Performance Indicators. On vous demande de vous assurer que vos clients vous adorent et ne vous redoutent pas. Et donc voilà, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces et puis vous prendrez dans ce petit inventaire à l'après-vert ce qui vous parle. Alors tout d'abord, on va être clair, comment démontrer la valeur de l'équipe juridique? C'est d'abord un critère éminemment subjectif. Perception is reality, je dis souvent aux personnes que j'accompagne en tant qu'executive mentor. Donc la perception que les autres dans l'entreprise ont de la direction juridique, vraie ou fausse, mais en tout cas c'est leur perception et cette perception donc, est éminemment subjective. Du coup, démontrer la valeur du service juridique, eh bien, il va falloir s'armer de patience et ça ne va pas se produire du jour au lendemain. Alors, on va déjà commencer par la base. La direction juridique, c'est un service qui est proposé à des clients en interne. Et qui dit service, dit marketing du service. Donc, il va bien falloir passer par cette étape. Et en tant que directeur juridique, il va falloir que vous vous assuriez que tout le monde connaisse l'équipe juridique, peut-être par le biais des fameux all hands ou town hall ou réunions où toute l'équipe est là. Il va falloir faire des déjeuners avec les personnes clés de l'entreprise et peut-être des newsletters à l'ensemble des salariés. Évidemment, vous assurer, et c'est reparti pour mon dada, que les personnes clés du département juridique soient dans les bonnes instances de direction, le directeur juridique évidemment au comité de direction de l'entreprise, et si vous avez des filiales, par exemple, le directeur juridique local, France, Italie, Espagne, Allemagne, au comité de direction local des entreprises. Et puis, il va falloir que vous ayez un storytelling très clair pour le département et l'équipe qui va être un petit peu la base de toutes vos interventions. Alors, moi, vous le savez, le mien, c'est de dire que le département juridique est un véritable conseil de confiance, un trusted advisor. Si vous suivez Club Sandwich depuis 33 épisodes, vous le savez, je ne parle plus de business partner, c'est éculé, c'est So 2020. En 2021, on parle du trusted advisor. Donc, ça peut être des choses comme le département juridique vous aide à régler vos problématiques et trouve toujours des solutions. Vous devez être à chaque instant, être même de promouvoir la valeur du service juridique jour après jour et ça devient un petit peu une seconde nature chez vous. Donc, concentrez-vous sur les compétences non techniques et puis plutôt sur la compréhension de l'entreprise. Donc, vous devez avoir une bonne idée pour réussir de quel est votre public et vous devez développer des compétences clés telles que l'écoute, l'empathie, le désir de rendre service, être utile aux autres. Bon, ça paraît une évidence, mais ça vient encore mieux en 10 ans. Et si vous avez eu des succès pour l'entreprise, faites-le savoir. Alors, voilà, il faut que votre équipe comprenne qu'il est important que chaque membre de l'entreprise ait une expérience
positive à chaque fois qu'il interagit avec le service juridique. Donc, développer vraiment cette notion de service client. Pensez à chaque fois où le téléphone sonne. Voilà, le téléphone sonne, vous pouvez le regarder, le laisser sonner. C'est une expérience client. Vous pouvez décrocher et dire « Bonjour, Thibaut n'est pas là, est-ce que je peux prendre un message ?» C'est encore un meilleur service client, voire « Bonjour, Thibaut n'est pas là, est-ce que je peux vous aider ?» C'est encore un meilleur service client. Donc, j'en avais déjà parlé, ça s'appelle la Client Journey et Audrey vous remettra le lien vers cet article que j'ai déjà fait. Vos équipes doivent comprendre comment le business fonctionne. Ça, c'est excessivement important. Donc, ils doivent prendre le temps d'aller les rencontrer, travailler avec eux, participer à leurs meetings, comprendre leurs enjeux, n'avoir qu'une idée en tête, les aider à réussir. Donc, vous devez aussi avoir, bien évidemment, en tant que directeur juridique ou leader d'équipe, une compréhension de base des chiffres, des éléments financiers. N'hésitez pas à demander au directeur financier ou au Head of Business Development, le Chief of Staff, qui sais-je, de vous donner la version, le business de l'entreprise et les chiffres pour les nuls, afin que vous soyez en mesure quand même de comprendre un petit peu de quoi on parle. Toujours pour être au service des clients de votre entreprise, pensez au petit sondage, mais pas le sondage avec 60 000 questions qui n'en finit pas. Un sondage avec 3 questions excessivement simples que vous envoyez à tous les membres du comité de direction et les N-1, ça ne suffit pas plus, du type « Qu'est-ce que le juridique fait de génial ? Qu'est-ce que le juridique pourrait améliorer ?» D'autres commentaires. Vous notez la présence d'une question positive parce qu'il est toujours plus facile, notamment chez les Français, de dire ce qui ne va pas et ce qui va bien. Donc, on va quand même leur demander ce qui va bien afin que vous puissiez continuer à faire ça. Donc, il n'y a rien de plus précieux à la suite d'un sondage comme ça et d'en tirer des conclusions, eh bien, d'avoir une équipe qui s'engage. Et alors, si jamais un jour on vous demande ce que vous faites au service juridique, eh bien, soyez toujours prêts à avoir des petites choses à raconter pour mettre en valeur le travail de l'équipe. Ne vous attardez surtout pas sur les détails lorsque vous parlez de l'équipe juridique. Ça n'intéresse personne, les détails techniques et l'article L122.12 du Code civil, du Code du travail. Mais par contre, travailler sur quelques points intéressants. Ayez des petites anecdotes à raconter. Le service juridique a mis en place le paiement des réquisitions judiciaires pour toutes les réquisitions judiciaires non critiques. Et nous avons ramené comme ça 1 million d'euros dans la boîte. Ce sont des choses très concrètes, des petites histoires qui montrent que le service juridique est tourné vers le client, est un conseiller de confiance, peut être un profit center. Voilà. Donc, pensez à ça. Soyez pragmatique et il y a une devise pour l'équipe. Le légal fait bouger les lignes. Donc, interdisez à votre équipe d'utiliser le mot non. Le mot non est proscrit. L'équipe juridique n'a pas le droit de dire non. Voilà, c'est très simple. Dire non, c'est tellement facile pour des juristes. Donc, c'est interdit. Mais s'ils doivent dire non, ils doivent forcément dire non comme ça, mais oui comme ça et proposer des solutions. Créer une équipe de stars. Eh bien, évidemment, tous les juristes ne sont pas adeptes à travailler tous dans la même entreprise. Par contre, tous les juristes sont aptes à travailler dans une entreprise. Simplement, il faut que le casting corresponde bien et donc ayez des stars qui correspondent à la culture, à votre type d'entreprise et que vous ayez dans votre bus, que vous conduisez, les bonnes personnes dans le bus, mais surtout les bonnes personnes assises au bon siège dans le bus. J'ai presque fini, bear with me. Pensez donc à avoir quand même ces fameux KPIs, quelques chiffres importants. Je vous donne quelques idées de KPIs qui vont apparaître dans le chat. Le business adore les chiffres, donc mettez-les en place. Et puis, bien évidemment, il va y avoir les KPIs que demande le business. Ça, c'est très bien, mais n'hésitez pas à en rajouter d'autres. Et dotez-vous des outils. On parle souvent des Legal Tech, évidemment, nos amis de l'e-web pour la gestion des contrats, mais il y en a d'autres dont j'ai déjà parlé, comme Simple Legal, par exemple, pour manager votre budget. Mettez en place ce qu'il faut pour être en mesure d'avoir des chiffres démontrés. Gardez en tête le nombre de contrats signés, la rapidité avec laquelle les contrats sont signés, le suivi des litiges. Pensez à tous ces KPI qui peuvent démontrer que le juridique est aussi un profit center. Je termine avec 2-3 points très rapides. Networker, connaissez vos concurrents, inscrivez-vous au réseau qui vous correspond le mieux, le Cercle Montesquieu, la FJE, Fleet Network, French Lawyers in Tech dont on a parlé. Ça vous permettra d'avoir des datas qui ne sont pas officielles, comme le nombre de juristes dans une société, le nombre de personnes qui sont données pour un tel projet, combien de juristes faut-il pour arriver à une IPO. Là encore, donc, on avait parlé déjà
dans le Club Sandwich de l'importance du networking. On va vous remettre le lien. Et puis, communiquer. Je vous en ai parlé. Un rapport mensuel pour la C-suite, pour le CEO. Mettez en avant les succès de l'équipe, les résultats incroyables obtenus. Si vous ne faites pas cette publicité en interne vous-même, votre personal branding, c'était l'émission de la semaine dernière, qui va le faire pour vous? Donc, voilà, vous avez eu des bonnes nouvelles, gardez-les sous le coude, trouvez le moment habile pour les mentionner. Quand on a remporté un contrat haut la main, on a gagné un contentieux, un contrôle CNIL ou fiscal qui s'est bien passé, faites le marketing de votre équipe et de son succès régulièrement. Voilà, c'est un petit peu les quelques conseils que je voulais vous donner. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle. Adaptez ce qui vous correspond et soyez aussi conscients, et je vais finir par ça, que certains exécutifs sont et seront toujours réfractaires au juridique. Et là, je vais arriver à un dernier conseil. Je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec le CEO d'une licorne qui m'a dit, en gros, moi vivant, le directeur juridique ne sera jamais au comité de direction, ne me reportera jamais. Bon, ok, c'est clair, mais ce n'est pas un problème. Je veux dire, il y a des choix et des conséquences. Ce n'est pas du tout un souci, mais lorsque vous acceptez un poste, posez les questions, et Audrey vous en a parlé, qui vous importent. Si on vous dit une telle chose, c'est la seule chose que vous contrôlez dans votre vie. C'est votre job. On ne contrôle pas la santé, on ne contrôle pas forcément sa famille où on est né. Il y a des tas de choses qu'on ne contrôle pas. Le job, vous le contrôlez. Donc, posez les bonnes questions et voilà, et prenez les choix en conséquence. Mais si vous êtes dans les entreprises, et il y en a beaucoup qui adorent les juristes, communiquez, faites parler de vous, soyez positifs et vous allez voir, on va vous adorer. Merci Pierre, merci Audrey, des super chroniques aujourd'hui comme d'habitude. Et on a plein de questions pour toi Clémence, donc je vais commencer. On a 2 questions de Thomas déjà, donc salut Thomas, merci pour tes questions. Lui Thomas, il se pose des questions sur tout ce qui touche au business, peut-être pour pouvoir vendre derrière le projet aussi correctement en interne. La première, c'est sur les investisseurs. Donc, on sait que JobTeaser est une scale-up maintenant qui a levé pas mal de fonds. Donc, il y a des investisseurs. Comment ils ont réagi à cette initiative? C'est une très bonne question et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée en amont avant de leur soumettre les choses. Ils ont très bien réagi, ils nous ont soutenus. Mais voilà, il faut bien leur présenter les choses, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont attentifs à ce genre de choses, à la RSE de façon générale, mais aussi à la raison d'être, parce qu'eux-mêmes doivent rendre des comptes là-dessus. En fait, les gens aujourd'hui cherchent à investir dans des boîtes responsables. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. Et nous, en tout cas, de notre côté, ils nous ont complètement soutenus. Alors après, on leur a présenté les choses en leur expliquant aussi les retombées positives qu'on allait avoir sur le business, en fait. Voilà, il ne faut pas le voir que comme une contrainte ou un centre de coût, mais comme le juridique, finalement, comme Pierre vient de le dire. Mais finalement, voilà, ça peut également apporter plein de choses. Ça peut aider à signer des nouveaux contrats. C'est aussi quelque chose que les partenaires demandent aujourd'hui. Voilà, donc si on n'est pas capable de prouver ce qu'on fait et qu'on le fait bien, en fait, les partenaires ne vont plus se contenter d'un discours marketing ou commercial. Donc, c'est presque nécessaire dans certains cas, en fonction de votre business, effectivement, et de votre typologie de partenaires et de clients. Mais dans notre cas, on a présenté ça en disant, bah, finalement, si on ne le fait pas aujourd'hui, dans 2 ans, on n'est pas à l'abri de perdre des partenaires commerciaux qui ne comprendraient pas qu'on ne le soit pas. Donc, ça n'a pas été compliqué, en tout cas pour nous, de convaincre les investisseurs. J'ajoute aussi que c'est une protection pour l'entreprise quand on va décider de prendre certaines stratégies parce que ça répond à notre raison d'être. C'est opposable aux investisseurs parce que c'est dans nos statuts. C'est ça qui est important de comprendre. Si demain, on envisage une sortie, si on est racheté, c'est quelque chose qui est dans nos statuts. Donc, ça pose un peu le décor. Voilà qui on est. C'est à prendre ou à laisser un petit peu. Donc, voilà. Et tu penses qu'il y a des risques business? C'était sa deuxième question à Thomas. Oui, bien sûr, il y a des risques business, évidemment, et il faut les prendre en compte. Il ne faut pas essayer de les cacher et voir que le rose, en fait. Et évidemment, donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé du business de JobTeaser, finalement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une plateforme et on est intégré aux intranets des écoles et universités. Et en fait, on est vraiment spécialisé dans l'orientation et dans le recrutement. Donc, nous,
On s'installe sur les intranets des universités, les étudiants se connectent sur notre plateforme et ont accès à tout un contenu et vont postuler à des offres de stage, des offres d'emploi. Et donc, ce qu'on vend à nos clients entreprises, ça va être les offres de stage et les offres d'emploi. Le fait d'être entreprise à mission et avec une mission qui est très forte sur aider les jeunes à s'orienter, et pas que les jeunes d'ailleurs, aider les gens à s'orienter, en fait, on va devoir développer des outils, des tests psychotechniques, des aides à l'orientation que, vous voyez, on ne va pas monétiser directement. On va aider les services carrières, on va travailler main dans la main avec les services carrières, en fait, sur ce sujet. Et c'est énormément de ressources en interne. On me pose parfois la question, mais comment vous le monétisez ? En fait, on ne fait pas payer aujourd'hui nos universités partenaires. Donc, c'est énormément d'investissement. Voilà, pour quelque chose qui n'est pas forcément rentable à première vue, et en tout cas sur le court terme. Mais voilà, c'est parce qu'on veut remplir notre mission et qu'on va trouver des façons de le monétiser sur le long terme autrement. Mais clairement, il y a un risque business qui est finalement, si on se concentre trop sur le long terme et sur la mission, est-ce qu'on n'oublie pas cette question fondamentale pour une entreprise de mais comment on le monétise ? Donc, ce qui est intéressant avec le statut de société à mission, c'est qu'il faut vraiment concilier les deux. Mais évidemment, quand on est concentré sur la mission, si on était concentré que sur la mission, il y aurait des risques business évidents. Donc, pour répondre à cette question, c'est vraiment, il faut cartographier le business et les risques de chaque entreprise. C'est vraiment très, très spécifique à chaque entreprise. Merci Clémence. Et on a encore deux questions. Du coup, Alexandre qui aimerait savoir en fait si tu penses qu'il faut privilégier en fait uniquement le statut de société à mission ou est-ce qu'on peut envisager en fait de faire cette demande et d'essayer de décrocher en même temps en fait la certification de type B Corp. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une question qu'on s'est posée également. Nous, on a décidé de commencer par la société à mission parce qu'on trouvait que ça correspondait plus à ce qu'on était et ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. Après, ce n'est pas du tout incompatible. Il y a plein de sociétés qui font les deux en même temps. Nous, on a cette idée de faire aussi B Corp, mais pas immédiatement parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra où on en est. Mais clairement, on a aussi cette idée de le faire dans un deuxième temps. Il faut savoir que dans B Corp, évidemment, il y a énormément de critères. Je crois que c'est 200 questions. Mais il y a une des questions sur la raison d'être. Donc, par exemple, le fait d'être société à mission, d'avoir travaillé sur sa raison d'être, ça donne des points en plus pour obtenir B Corp. Donc, c'est assez intéressant. Mais c'est vraiment complémentaire. On peut faire dans un sens ou dans l'autre, ou tout en même temps. Et on a vu des exemples d'entreprises qui ont fait les deux en même temps. Ouais. Ok. Et alors, Alexandre avait une deuxième question qu'on couple avec la question de Marion. En fait, Alexandre, lui, il aimerait savoir comment bien choisir en fait, les parties prenantes. Est-ce que ça va être plutôt les clients de la première heure, du coup, ou les plus fidèles? Et Marion, elle aimerait savoir aussi qui est-ce qu'on associe aussi en interne, avec quelles équipes en fait, vont être parties prenantes du projet. Alors, je vais répondre sur l'interne d'abord. Sur l'interne, il faut impliquer tout le monde, toutes les équipes, tous les départements. Ça ne peut fonctionner que si tout le monde se sent concerné. Tant les fonctions très business, évidemment, ça paraît logique, mais même les fonctions support, en fait. Parce que finalement, la mission, elle va se décliner dans toute l'entreprise, dans toutes les décisions qu'on va prendre. Donc, on ne peut pas le faire juste sur une partie des départements. La façon dont on l'a fait chez Job Teaser, on a créé une task force interne, en fait, qui s'appelle la task force mission. Et on a impliqué des collaborateurs vraiment de chaque département pour que tout le monde soit représenté et que tout le monde ait son mot à dire. Et il y a des personnes qui viennent de départements qui, à première vue, on peut penser n'ont aucun rapport, comme par exemple... j'ai peur de blesser des gens, mais bon, voilà, des fonctions support, peut-être on voit moins le lien direct, et en fait qui étaient ravis parce que ils sont super contents d'être beaucoup plus impliqués et peut-être qu'ils ont aussi un spectre à apporter auquel on n'avait pas pensé. Donc, c'est hyper important d'impliquer tout le monde. Après, il faut mobiliser des gens motivés, évidemment, qui ont envie de participer au projet. Donc, sur cette task force, nous, c'était sur la base du volontariat. Il fallait que ce soit représentatif, mais il fallait des gens motivés par ces sujets. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc c'est important de prendre ça en compte. Et pour répondre à la deuxième question sur les parties externes, qui on implique, alors ça aussi, c'est compliqué, c'est une vraie question. Il faut que ce soit encore représentatif. Donc, il faut bien avoir pensé à toutes nos parties prenantes. Il faut avoir cartographié, encore une fois, l'activité et se dire qui sont nos parties prenantes. Donc, voilà, chez nous, les universités, les écoles, les étudiants, les pouvoirs publics, les clients, entreprises, voilà, on pense vraiment à chacun.
Et ensuite, comment on sélectionne? Alors, nous, on n'a pas encore composé notre comité de mission. On sait de quel type de personnes il doit être composé, mais on n'a pas encore nommé les personnes individuellement. En revanche, pour le challenge partie prenante, on a contacté des personnes. Alors, il faut des gens qui vous soutiennent, qui croient évidemment votre projet d'entreprise, qui peuvent voir votre impact, donc qui travaillent quand même pas forcément au quotidien, mais en tout cas régulièrement avec vous, qui vous connaissent bien, et qui en même temps ne soient pas complètement complaisants. C'est-à-dire qu'on cherche à être challengé. Le comité de mission, il n'est pas là non plus pour nous dire que tout est très beau et que tout ce qu'on fait est très bien. On cherche aussi des gens qui vont nous accompagner, nous challenger, nous aider. Donc des gens à la fois bienveillants, qui vous connaissent bien et qui auront cette capacité à vous challenger. Merci Clémence. Et on avait une dernière question et après on pourra clôturer. Donc de Steren qui nous demande si vous avez envisagé d'autres types de labels, type Lucie. Voilà, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce label-là. Oui, c'est un label qui est assez connu, qui est un label RSE aussi. Alors nous, non, pour l'instant, on ne sait pas du tout, on n'a pas envisagé Lucie. Donc, comme je le disais, c'était vraiment sur la raison d'être qu'on voulait travailler pour l'instant. Et je pense que dans un deuxième temps, je ne m'y engage pas parce qu'aucune décision n'est prise là-dessus, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, quand ce sera le moment, on partira plutôt sur Bicorp. Parce que voilà, c'est un label qui est très connu au niveau international, qui est très exigeant aussi. Et on est plutôt parti là-dessus pour l'instant, a priori. Super. Eh bien, merci beaucoup, Clémence. On était ravis d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui pour la première fois, en plus dans Legal Club Sandwich. Ça t'a plu? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. C'était très sympa. Bon, alors, génial. Plein de choses la semaine prochaine déjà. Il n'y a pas 15 jours. Le prochain Club Sandwich, c'est la semaine prochaine avec pas mal de choses. Je ne sais pas qui veut dire. Notre invitée, c'est Justine Bourdeux, la directrice juridique de Doctolib, qui sera notre invitée. Donc, on est ravis pour cette 34e émission. Qui sera 34e émission, qui sera la dernière de la saison 3, avant un hiatus. Vous savez que pour vous donner du contenu de qualité, on aime bien reprendre nos forces. Donc, on aura un petit hiatus de 2 mois et on reviendra courant mars, bien évidemment, comme d'habitude. Vous ne manquerez pas notre communication intense. Et puis, surtout, on aura une annonce importante la semaine prochaine. Voilà. Ça, venez nombreux. Voilà, venez nombreux. Teaser, c'est un Club Sandwich teaser. Voilà. Teasing. Exactement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et puis à très bientôt. À très bientôt tout le monde. À jeudi prochain. À bientôt. Merci. How it feels.